Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer la 3e défaite en 5 journées de Ligue des Champions pour les Parisiens. La situation est très préoccupante, on est 26e au classement, potentiellement 30e demain après les autres matchs, 31e si toutes les équipes derrière nous gagnent, y compris Bologne par 3 buts d'écart contre Lille, on en est à faire ce genre de calcul. Tout comme on peut dire que ce soir on limite la casse en perdant que 1-0, en termes de goal average, on reste que à -3, au vu des occasions du Bayern, loupé, repoussé aussi par notre veille Safonov. Ça peut être un motif d'espoir. Un autre de satisfaction, Dembélé ne jouera pas le prochain match. Cet imbécile heureux sera suspendu. Ça par contre, c'est vraiment une bonne nouvelle, la seule du soir, parce que pour le reste, c'est un match très très compliqué à analyser. Voilà, blague à part, c'est très difficile et à la fois facile en fait. C'est difficile parce que objectivement, tu perds, c'est mérité. 2,20 d'expected goals pour le Bayern. Toi, t'en as à peine 0,5. Tu peux prétendre à rien d'autre que ça. Mais tu perds avec le courage de ce groupe, à défaut d'avoir du talent, de l'intensité. Une intensité qu'on a rarement vue, notamment en première mi-temps au PSG. Un pressing qui a mis à mal un petit peu le Bayern. T'as pas été ridicule. Une fois réduit à 10 à partir de la 57e minute avec donc ce carton rouge de Dembélé. Pareil, au retour des vestiaires, t'es plutôt bon. Un peu plus tôt dans le match, tu as survécu à ces 10 premières minutes qui étaient absolument atroces, qui annonçaient une soirée mémorable. Et au final, tu as réussi à inverser le rapport de force sur certaines séquences. Il était à ton avantage. Donc, c'est toute la difficulté de l'analyse. Après, le problème, c'est que cette analyse est aussi facile, tout simplement parce que c'est la même que les autres matchs. Ce sera la même sur cette saison, à savoir on se heurte aux limites intrinsèques de ce groupe. Voilà, des joueurs qui sont dévaillants, mais qui manquent cruellement de talent, surtout dans les zones de vérité en Ligue des Champions, à savoir les deux surfaces. On a ce sentiment, je ne sais pas si je le partage, mais cette idée que allez, 1 ou 2 ajustements et on est une bonne équipe qui tient la route. En gros, bon, 1 ou 2 recrutements, quoi. Un bon gardien, un vrai numéro 9. On peut peut-être rajouter un ailier gauche pour ce soir. Parce que enfin, la stat de Manuel Neuer qui a plus de dribbles réussis que Fabian Ruiz, Dembélé et Barcola réunis. Celle-là, je vais me réveiller à 3 h du matin en faisant un malaise cardiaque. C'est dramatique, c'est vraiment dramatique. C'est marrant parce que quand je vois la compo, donc l'espèce de 4-4-2, tout de suite je pense à celui que Christophe Galtier avait aligné au Parc en février 2023. Bien sûr, pas pour les mêmes raisons et pas du tout avec les mêmes ambitions. Mais par contre, il y a quelque chose que j'ai revu et qui m'a rappelé ce PSG de Galtier, c'est les actions de Nuno Mendes tout seul, qui part dans des slaloms, qui essaye de dribbler, qui va au bout de ses actions et voilà, qui fait les trucs un peu solo, notamment en deuxième mi-temps. Ça par contre, waouh, j'ai été renvoyé vraiment 2 ans en arrière parce que la production offensive, c'est cataclysmique, c'est cataclysmique. Alors, revenons sur ces choix, d'abord, initiaux. Safonov à la place de Donnarumma. Donc, on a eu la confirmation. Et d'ailleurs, Luis Enrique l'a dit au micro de Canal en avant-match. C'est parce que l'adversaire nous presse. On a besoin du gardien pour faire face à la pression. Donc, il considère Safonov comme meilleur que Donnarumma à la relance face à des pressings intenses. Je pense que bon, tous les parpaings qu'il a envoyés ne vont pas trop en sa faveur. Il s'est illustré par contre sur les arrêts qu'il fait, hors évidemment le but où là par contre il fait une vraie erreur, même si comme d'habitude sur coup de pied arrêté, il y a une dimension collective, tout le monde est un peu responsable. Au milieu, donc tu mets les 4. Alors c'est vrai qu'avant le match, je savais pas trop quoi en penser,
parce que est-ce que c'est un 4-4-2 losange et auquel cas João Neves pourrait être numéro 10 comme en début de saison, Fabian Ruiz comme il l'est en sélection dans un rôle plus offensif, Vitinha aussi l'a été par moment, il y avait plein d'inconnus. Est-ce que plutôt on reste sur un 4-3-3 mais il y a un milieu qui joue troisième central gauche pour laisser Nuno Mendes monter, parce qu'on avait vu João Neves latéral gauche contre Toulouse vendredi. Donc c'est vrai qu'au moment de la compo, bon, j'arrive pas à me prononcer. Par contre, après coup, bon, ce qui était sûr, c'est que les quatre, normalement, ça devait nous donner le ballon, la possession, face à un Bayern qui joue d'abord à deux milieux, double pivot Kimmich-Goretzka, Goretzka qui est plus athlétique que technique, disons, et au final, le Bayern a eu la possession. À la mi-temps, on est sur du 59-41. C'est vraiment une des premières fois où le PSG est dominé avec le ballon. Et cette idée de retirer un offensif pour rajouter du coup un milieu de terrain, même si c'est vrai que Asensio, Lee, quand ils étaient faux neufs, on pourrait parler de quatrième milieu, je trouve qu'elle a desservi les schémas de pressing. Avec un offensif en plus, peut-être que tu aurais encore plus fait mal au Bayern. Évidemment, c'est mathématique, un joueur en plus plus haut, peut-être que tu aurais conduit Manuel Neuer à la faute plus rapidement, plus facilement. Donc je suis un peu mitigé sur ce choix de jouer à 4 milieux, parce que du coup la bataille du milieu de terrain, tu l'as pas forcément gagnée, surtout en fait dans les rôles aussi qui sont attribués à chacun. Notamment Warren, que j'ai trouvé surresponsabilisé avec ballon ce soir. Il en perd 11 en première mi-temps. Il y a 11 ballons perdus par Warren pour 10 passes réussies. C'est un naufrage. C'est un naufrage. Et pourtant, par séquence, l'impression visuelle est pas si dégueulasse, mais là pour une fois, les chiffres, voilà, ne mentent pas, hein, parce que c'est quand même des statistiques assez accablantes. Et c'est vrai que dans les circuits, j'ai trouvé qu'il en a peut-être un peu trop demandé à Warren. Donc voilà sur les choix initiaux. Bon, après, Barcola, Dembélé. Alors ce qui est marrant, c'est que Barcola a été collé de Nuno Mendes assez offensif. Nuno Mendes qui passe de troisième central à latéral numéro 9. Ok, donc il n'y a aucune demi-mesure avec cet entraîneur. Et Dembélé sur le côté droit. Au-delà des choix initiaux, le coaching. Les gars, le coaching. Honnêtement, déjà, quand il fait rentrer Ramos, au-delà de me dire, ok, Colomani va vraiment falloir lui trouver un truc dès le 1er janvier, parce que lui préférer Ramos, qui a 3 mois de blessure, dans ce contexte, face à un Bayern qui laisse des espaces, qui est une équipe propice aux qualités de Colomani. Bon. Une fois que je me suis dit ça, en fait, Ramos, est-ce que c'était vraiment ce dont tu avais besoin dans ce match-là? À savoir un joueur qui fait un peu une différence tout seul, qui va emmener un petit peu le ballon dans la surface, alors que Ramos, lui, il attend plus en terminale. Mais le problème, c'est qu'on n'amenait pas le ballon dans le terminal. Et puis Asensio, mais on s'est pris pour le Real 2016 à faire rentrer Asensio pensant qu'il allait faire une différence en sortie de banc. Mais bien sûr que non, il en a jamais fait. Et donc voilà, ça donne ça. Bon, il y a l'entrée de Lee aussi. Oh, le premier coup franc qui tire, c'est un gros regret. Comme la frappe de Warren en première mi-temps. Ah, Warren, j'ai eu le flashback du but au Signal Iduna Park en décembre dernier, où il fracasse les filets, et là, on ne sait pas ce qu'il fait. Et déjà en demi-finale contre Dortmund, il y a aussi le poteau, rappelez-vous, au parc. Ça fait beaucoup d'éléments où il y a énormément de frustration dans la surface avec Warren. Bon, le match commence très mal. Les approximations techniques sont aberrantes. Fabian qui n'est absolument pas invité à ce niveau d'intensité, voilà. Cet homme est incompréhensible. Il met 15 ans. Il est désarticulé, démembré. Alors en première mi-temps, l'arbitre, parce que c'est vrai qu'il faut revenir sur l'arbitre quand même, les gars. Parlons quand même de l'arbitre. Je suis désolé,
de l'histoire de la chaîne, je crois que j'ai jamais autant parlé d'arbitrage que cette saison. Mais en fait, je vois la lumière. Ça fait trop de temps qu'on se fait blouser. Et à un moment donné, il faut dire les choses. La Ligue des Champions, c'est les grands joueurs, c'est les grands entraîneurs, mais c'est aussi des décisions qui sont discutables, qui ne sont pas de la corruption ou un arbitrage maison pour toi, mais des discussions discutables qui vont en ta faveur en fait. Et nous, on ne les a pas. Nous, on ne les a pas. Cet arbitre-là, qui siffle rouge sur Dembélé, alors déjà, on peut s'interroger, après le premier jaune sur le corner où ils se prennent un peu la mouche, s'il voulait pas se faire Dembélé. Voilà. Parce que la faute sur le deuxième jaune est quand même, enfin, pas évidente. Du moins, le jaune, encore plus le deuxième, encore moins. Surtout que le premier, tu le mets pour contestation, quoi. Franchement, c'est très, très sévère. Ce même arbitre qui n'avait rien sifflé, d'accord, à St. James Park, sur l'agression de Guimarães sur Ugarte, rappelez-vous, qui méritait limite un rouge direct, là, pour le coup, et il n'avait même pas sifflé. Ce même arbitre qui rend le ballon au Bayern, alors sur l'action avant le corner du but. Bon, là, c'est un peu tiré par les cheveux, mais en fait, il y a Vitinha qui fait une relance qui est déviée par Musiala et qui fonce dans l'arbitre. Et l'arbitre rend le ballon au Bayern dans notre camp. Et c'est l'action qui va amener au but. Voilà. Alors que, enfin, ça partait d'une passe de Vitinha. Bon, ça, c'est discutable. Je vais peut-être un petit peu loin. Dans tous les cas, sur Dembélé, par contre, c'est assuré. Vraiment, cette décision est beaucoup trop sévère. Après, le penalty qui existait sur Asensio contre le PSV, rappelez-vous, quand il se fait toucher la jambe droite, qui aurait pu lui servir pour tirer accessoirement dans le ballon, hein, s'il n'y avait pas eu ce contact, en fait, qui n'a pas été sifflé dans la surface. Contre Arsenal, pareil, des petits contacts un peu bizarres dans la surface. Voilà, donc là, encore une fois, c'est très frustrant. C'est très frustrant. Après, pour revenir sur le but qu'on encaisse, déjà, le corner, il arrive de quoi? Il arrive d'un Fabian Ruiz qui fait un dégagement, enfin, qui la met en corner, alors qu'il est tout seul, déjà, premièrement. Ensuite, bon, il y a l'erreur de Safonov. Évidemment, voilà, tu peux pas te permettre de faire ça. Mais que fait Min-Jae Kim tout seul, déjà, en pleine surface? Comment on ne protège pas notre gardien de Musiala? Pourquoi Nuno est devant lui, comme Sidney Govou l'a très justement souligné sur Canal? Tout ça est récurrent. Alors, on a Luis Enrique qui nous a dit, hein, voilà... non, les coups de pied arrêtés, je m'en fiche parce que moi, je gagne par le jeu. Je gagne par le jeu. Ah bah, c'est vrai qu'on l'a vu parce que il y a quelque chose qui est terrible ce soir. Le PSG de Luis Enrique, qui d'habitude a le ballon 65% du temps, le fait tourner à des schémas qui, même s'ils peuvent être ennuyeux par moment, ont quand même une production offensive assez intéressante, assez volumineuse. Bah là, en fait, on a été meilleur sans ballon. Et avec... c'était absolument illisible. Mais franchement, je demande à... bien sûr, je vais regarder le match, hein, on reviendra à froid, parce que ce plan de jeu, une fois qu'on récupérait le ballon, c'était très difficile à lire. Alors que sans... bon, le pressing a été plutôt bon, notamment en première mi-temps. Tu as mis l'intensité, tes centraux ont fait de bons jaillissements. Harry Kane, on le sait, hein, dans les grands matchs, c'est un peu compliqué. Ce soir, voilà, ça a été un match un peu compliqué. Par contre, ah oui, Laimer, waouh, Konrad Laimer, que je n'attendais pas vraiment dans le 11. Je m'attendais plutôt à Guerreiro et j'étais déçu du coup quand je l'ai vu lui, parce que j'aurais préféré le Portugais gaucher à droite. Je me suis dit, enfin, on l'avait dit dans l'avant-match. Et quel match de Laimer! Mais attends, en fin de match, il dépose Müller sur des sprints. Il va 2 fois plus vite que Müller qui vient de rentrer il y a 2 minutes alors que lui, il enchaîne les courses sur toute la durée du match. C'est exceptionnel. Alors vraiment, le match de Laimer, waouh, m'a scotché. Et je sais pas si Hakimi a déjà fait ça chez nous en Ligue des Champions. Voilà. Et aussi peut-être le Bayern avec 2 ailiers du coup qui repiquaient dans l'axe parce qu'ils étaient faux pieds.
peut-être que ça, c'était pas très judicieux. Ils auraient dû mettre un ailier bon pied pour qu'il aille chercher voilà, le 1 contre 1, essayer de nous canarder plutôt que de repiquer dans l'axe à chaque fois. Bref. Et pour rester sur le Bayern, encore une fois, je les ai pas trouvés flamboyants. Mais le problème, c'est qu'on a déjà fait ce constat pour Arsenal quand on perd chez eux et pour l'Atlético quand on perd chez nous, en fait. Donc peut-être que c'est nous le problème. Mais bon, ce soir, plus que Arsenal et l'Atlético, je veux dire que je m'attendais à un Bayern beaucoup plus asphyxiant, beaucoup plus souverain. Voilà, c'est vrai qu'on les a mis en difficulté. Après, il faut souligner les occasions qu'ils ont, qu'ils loupent, notamment Kingsley Coman. Pour une fois, Kingsley Coman avait un peu de sang parisien ce soir, après nous avoir crucifié en finale et puis en 2023. Bon, là, ce soir, il a loupé. Même si, sur les actions, il fait vivre un calvaire à Hakimi. Et il montre à Dembélé ce que c'est que d'être bon dans les grands matchs, parce que honnêtement, au Bayern, ils peuvent reprocher beaucoup de choses à Coman, mais c'est vrai que dans les grands matchs, il est plutôt bon. Et on parle d'un joueur qui devait partir en Arabie Saoudite cet été, quoi. C'est comme Goretzka, on parle d'un joueur qui commence la saison en étant en tribune. Voilà. Donc tout ça vient un petit peu pondérer ce qu'on dit du Bayern, même si après c'est aussi la résultante de leur politique. Mais bon, c'est vrai que voilà, je m'attendais quand même à plus féroce. Je parle comme si on avait gagné, comme si on avait fait un résultat, alors que voilà, hein, on se mange le même constat que sur tous les autres matchs. Bon, on n'est pas invité au plus haut niveau, quoi. C'est très très limité. Il va falloir faire une croix sur la Ligue des Champions, juste éviter de pas se faire éliminer dès les poules la première année où il n'y a pas de repêchage en Europa League. Ce serait pas trop mal quand même. Essayer au moins de jouer un barrage pour faire semblant. Mais ouais, ça va être dur. Ça va être dur. Bon, là, on va voir comment ça va évoluer du coup au poste de gardien, parce que ce match, du coup, marque un tournant quand même. Même si Safonov fait son erreur, il fait de beaux arrêts. Hein. Le premier, et puis celui sur la frappe de Moussiala en deuxième mi-temps. La parade, elle est belle. Franchement, la parade est belle. Après, bon, il y a l'erreur, et ça nous ramène au même point. Celui qu'on faisait, voilà, enfin, l'analyse qu'on faisait de son transfert. À savoir, on veut mettre en concurrence Donnarumma avec un mec qui lui ressemble, mais tellement, mais c'est un peu ridicule. C'est un peu ridicule, et surtout qu'en plus, Lucien Riquet, il a 3 gardiens. Donnarumma, Safonov et Tenas. Et entre Safonov et Tenas, pour mettre la pression sur Donnarumma, il choisit très clairement Safonov. Il fait confiance à Safonov ce soir. Donc déjà, on peut dire que ce recrutement n'a pas été imposé par le Qatar ou Luis Campos, quoi que ce soit. Visiblement, Luis Enrique apprécie plutôt Safonov. Parce que, par exemple, pour lutter contre un pressing intense, il pourrait préférer Tenas, espagnol, qui connaît bien du Barça et avec qui il partage le même agent. D'ailleurs, il est derrière sa venue au mercato d'été 2022. Donc voilà, il préfère Safonov. Mais c'est vrai que les deux se ressemblent tellement, quoi. Franchement, Safonov, je ne vois pas plus de... Comme je l'ai dit hier dans le débrief, peut-être que Safonov est plus énergique que Donnarumma, qui, du fait voilà, de sa grande taille, son côté très large, pâteau, est un peu moins disponible, peut-être, pour ses partenaires. Mais sinon, techniquement, enfin, je vois pas de grande différence entre les deux, quoi. Et puis... sur les qualités intrinsèques de gardien, donc faire les arrêts, ils ont vraiment les mêmes défauts. C'est exceptionnel, quoi. On en a encore un qui fait une faute dans les airs, comme Donnarumma à l'Emirates Stadium. Que voulez-vous? Et ça, c'est vraiment une constante à l'échelle de l'RQSI, hein, de ne pas avoir un bon gardien. Et c'est vraiment pas un hasard si les 2 saisons où on va vraiment qui sont les plus aboutis, hein, le Final 8 et puis bien sûr cette demi-finale contre Manchester City, avec Keylor Navas, qui est en état de grâce. C'est ça surtout qui est à signaler. Bon, malheureusement, là cette saison, ça paraît quand même mal embarqué. On va voir si Gonzalo va retrouver le 11, parce que honnêtement, cette idée de jouer sans numéro 9, il faut arrêter. Il en avait marre du délire de faux numéro 9. Il a voulu jouer sans 9, Luis Enrique. Bon,
non, ça va. Ça va 2 minutes, là, se retrouver avec João Neves devant, ensuite Fabian Ruiz, ensuite Nuno Mendes. Enfin, je pense que Luis Enrique a sa responsabilité sur vraiment le plan avec ballon, quoi. Parce que les joueurs ont eu des rôles visiblement assez difficiles à interpréter. Et dans sa série qu'on a vue sur Canal pendant la trêve, on voit qu'il donne les consignes vraiment au tout dernier moment et les innovations, pareil, au tout dernier moment. Elles sont pas travaillées pendant des jours dans le secret des entraînements. Il réserve ça pour les causeries d'avant-match. Ce que je trouve bon, peut-être bizarre parce que c'est vrai que du coup sur le terrain, les mecs, ils peinent visiblement à appréhender ce qui leur est demandé, quoi. C'est quand même difficile. Voilà. Bon, en joueur qui s'en sort pas trop mal, je citerai João Neves. D'ailleurs, c'est notre principal danger offensif. Hein, c'est lui qui prend le plus de frappes. Celle en première mi-temps après la frappe de Warren, là, elle passe tellement proche. Bon. Je lui en veux moins qu'à Warren parce qu'il est beaucoup plus loin. Et puis après, il a essayé de se débrouiller, même si à la relance, c'est vrai que souvent il y a des petites approximations, des petites erreurs, notamment en deuxième mi-temps. Je pense que mon analyse est biaisée par le fait qu'on ait eu Marco Verratti pendant 12 ans et que João Neves est tellement exceptionnel dans tous les compartiments du jeu qu'il fait penser à Marco Verratti dans l'importance qu'il est en train de prendre dans le PSG et que du coup, bon, à la relance, quand il y a des approximations, tu te dis, bon, avec Verratti, c'est vrai qu'on n'avait pas ça. Mais voilà, sinon, je pense que ce soir, il s'en sort pas trop mal, surtout comparé aux autres, hein. Franchement, Vitinha, je vais revoir le match en me focalisant sur lui. Parce que j'ai quand même l'impression que c'était encore assez compliqué. Marquinhos, bon, je trouve qu'il fait son match plutôt saignant dans les interventions, dans la surface, notamment au tout début du match, il fait des bonnes interventions. Barcola, c'est waouh, mais que voulez-vous débriefer de Barcola? Et heureusement qu'il fallait le laisser s'imposer sans recruter de concurrents lors du dernier mercato. Hein, et heureusement que pour cet hiver, oh bah non, on va pas recruter. Non, on pourrait se faire prêter un mec de Chelsea qui a 10 000 ailiers, 10 000 joueurs à vocation offensive. Non, on connaît pas cette formule qui est le prêt. Mais bon, c'est pas grave. On va voir où tout ça nous mène. Prochain déplacement à Salzbourg. Sans Dembélé, donc. Sans Dembélé. J'ai parlé de l'arbitrage. À juste titre, je trouve, parce que voilà, ce rouge est très sévère. Après, il est sévère, mais qu'est-ce qu'il est mérité? Parce que Dembélé, franchement, quel abruti d'aller contester comme ça. Et le pire, c'est que quand je vois ça, vous savez à quoi je pense? Le PSG Newcastle l'année dernière, au Parc, où en deuxième mi-temps, il tire dans le ballon, là, comme un dératé, et l'arbitre lui met un jaune, qui le suspend pour le match couperé contre Dortmund. Rappelez-vous encore de cette action de poulet sans tête, d'imbécile heureux, voilà, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, voilà. Et il réitère encore cette saison, on va pas l'avoir au mois de décembre pour un match important des phases de poule, pour des idioties, quoi. La gestion des émotions. Autant Hakimi a progressé là-dessus. C'est vrai qu'Hakimi, il y a 2-3 ans, bon, il prenait des rouges. Le Classico, par exemple, il en prend un. Contre Lens aussi, je crois, à un moment, il en prend un. Il s'énervait un petit peu, Hakimi. Des fois, il pouvait sortir de ses matchs. Et là, c'est vrai qu'il s'est canalisé. Dembélé, franchement, à un moment donné, voilà, canalise-toi, garçon. Canalise-toi. Et c'est vrai que de l'autre côté, bon, ce rouge est une... je sais, en fait, je sais même pas si c'est un bon point, parce que je ne sais même pas s'il en tirera les leçons, Dembélé. Voilà. Cet homme est incompréhensible, c'est un mystère de l'humanité. À la fois, tu as envie que ce soit ton pote parce qu'il a l'air très gentil. De l'autre côté, il a l'air neuneux et ça se ressent dans ses actions. Enfin, c'est compliqué, quoi. Alors Bradley, plus un pied devant l'autre. Bonne soirée à tous. J'en peux plus. On se retrouve après-demain pour revenir un peu à froid. Parce que demain, j'ai une grosse journée, je ne pourrai pas revoir le match. Je regarderai que demain soir ou jeudi matin. Bonne soirée à tous, les amis. Ciao.